Quelque temps après, le cocher de consul vint pendant que nous étions à table donner les détails suivants. Un de ses amis avait loué une remise à des hommes inconnus. Ils y tenaient une charrette qui venaient visiter souvent les jours même de l'explosion. Ils le mèneront et ne repareront plus depuis. En buvant au cabaret, il avait eu tous ces renseignements qui réunissaient ceux qui requillaient le ministre de la police mirant sur le voie, et il ne resta plus du tout ce que les royalistes avaient formé et d'exécuter ces complots. La vie que j'ai menée aux Tuileries ne me causait que des l'ennui. J'aurais préféré la campagne. La maison était endroit délicieux. J'étais enchantée quand nous allions y passer quelques jours, quoique là, il me faut difficile d'en jouir comme au temps où je m'y trouvais seule et où je pouvais le matin faire de grandes promenades dans le parc. À présent que la maison était remplie d'hommes, c'est que ce solitaire n'était plus convenable, je le sentais bien, et d'ailleurs, les bons conseils de Madame Campan, dont je faisais tant de cas, m'avertissaient toujours de ce que je devais éviter. Les habitudes du consul à la maison étaient à peu près les mêmes qu'à Paris. Il travaillait constamment toute la matinée, seul ou avec ses ministres qui venaient de Paris et invités à dîner des savants qui passaient ensuite la soirée et avec lesquels il aimait à causer. Ce que j'ai vu le plus souvent sont Monge, Boutillier, Fouquet, Volney, Laplace et Lagrange. Prenez ceux d'entre eux qui étaient mariés venaient avec leurs femmes. Le Mercier y vint aussi plusieurs fois et il eut des tragédies. Comme homme, c'était Monge que l'empereur paraissait apprécier le plus et qui n'a jamais discontinué de voir entièrement. Plus tard, il m'en parla même peut-être gouverneur de mes enfants. Volney n'est fin que sous le conseil-là, mais alors il y venait beaucoup de ceux qui avaient été en Égypte, faisions de ce savant un cas tout particulier. On reconnaissait que son voyage était la peinture exacte du pays et que Savary, autre auteur, n'avait écrit que des mensonges. Volney était un républicain sévère et philosophe. Il se mettait toujours à table à côté de moi, me questionnait sur Saint-Germain et prenait plaisir à me faire causer sur toutes mes idées qui semblaient approuvées. J'ignorais alors le mérite de tous ces hommes distingués, et il ne me restait d'eux dans l'esprit qu'étaient conversations fortes, insignifiantes et proportionnées à mon jeune âge, tout ce que je puisse, par exemple, me rappeler de Volney, c'est que lorsqu'il était assis près de moi à dîner, il me recommandait toujours avec beaucoup d'intérêt de ne pas manger trop de pain, parce qu'il s'est dit c'était une mauvaise nourriture et que cela faisait les chils épais. Je crois que c'est ce mot chil que je ne vais jamais entendu prononcer auparavant, qui a fixé au moi le souvenir du savant aussi célèbre. J'ai appris depuis que son attachement aux idées républicaines l'a déterminé à s'éloigner de nous au moment de l'Empire. L'empereur pourtant ne lui en voulut jamais. Il savait respecter toutes les opinions lorsqu'elles étaient consciencieuse et respectable, et je me souviens d'avoir vu très affecté en prenant en 1812 ou 1813 un accident arrivé à Volney. Il se promenait tranquillement lorsqu'un taureau furieux vint l'enlever avec
ses cornes et les jetait fort loin sur les prairies. J'avais vu l'empereur affligé aussi à la nouvelle que Monsieur de Lafayette, qui s'était convenu de nous à l'écart, s'était cassé la jambe en tombant sur les glaces à la sortie d'une part. Tout ce qui avait de mérite était toujours recherché et apprécié par le consul. Je ne comprends pas ce qui peut faire dire qu'il en était jaloux. Il m'a toujours semblé au contraire qu'il appropriait tous les gloires de la France en les rehaussant autant qu'il était au lui et en les plaçant en première ligne. Son pouvoir seul lui paraissait trop nécessaire à ses grands desseins et aux besoins de la France plus qui consentit à le partager ou à l'annuler. Reste par l'enthousiasme du peuple, par le respect et les manières de chacun avec lui. On voyait bien que rien ne lui était contesté. Il paraissait né pour commander aux autres hommes. Je l'ai toujours vu le même comme général, consul et empereur. Ces généraux ne l'ont jamais tutoyé. Lannes, Berthier, Augereau, Lefebvre, aucun ne se serait assis devant lui. Il le imposait plus qu'à tout autre cœur. Outre sa supériorité personnelle dont aucun ne doutait, un grade supérieur a toujours franchi une distance d'égard entre les hommes. Chevaulan, Bessières, Murat, furieux, jaloux l'un de l'autre, voulant coûter le consul qui, selon eux, leur avait fait un passe-droit. J'étais souvent dans la position de les recommander ensemble, mais aussitôt que le général Bonaparte par ici, personne ne disait plus un mot. Un herbe de rester quelquefois quand la blessure avait été trop profonde. Le général toujours fait de ce qui se passait deviner les impressions et par un mot ferme ou par un léger tirement d'oreille fait avec bonté rendait le mécontent aussi soumis quand son absence il avait été emporté. Les savants paraissaient plus à leur aise avec le consul, car il y avait toujours entre eux pleine liberté de discussion, mais ils se tenaient toujours debout devant lui, avides de ses paroles, l'écoutant parler avec une sorte d'admiration, et je suis sûre que la puissance de l'empereur ne s'est fermement établie que par la conviction où chacun restait après l'avoir étendu, que son mérite était supérieur à lui de tout et que si on avait à se laisser gouverner, ce ne pouvait être que par lui. Le consul honorait tellement toutes les supériorités que si un marquant ne pouvait venir le voir malgré ses nombreuses occupations. Il trouvait le temps d'aller le chercher un jour. Il sortit en voiture, seul avec ma mère et moi. Nous allâmes au jardin des plantes faire une visite à Daubenton, qui habitait un petit pavillon donnant sur le jardin. Il paraissait excessivement vieux, était dans un grand fauteuil à bras et malgré son grand âge causait avec une grande présence d'esprit. Le général lui faisait beaucoup de questions sur Buffon. J'ai toujours regretté de n'avoir pas gardé ce qui me était facile, une lettre de bon marché que le général Bonaparte reçut à son retour d'Italie. Elle était si flatteuse, si bien écrite qu'il la lut tout haut. À ma mère devant moi, les éloges qui lui étaient à leur donner avec toute leur amplification étaient aussi fréquents
qu'on se pouvait remarquer qu'il se fait avec esprit et mesure, et les compliments de Beaumarchais me frapperont comme étant remplis de bon goût, mais sa lettre fut brûlée, comme tant d'autres. Sous la République, où la vie de salon avait été complètement détruite, les républicains avaient voulu faire descendre la classe éclairée jusqu'aux habitudes et aux réunions populaires. Sous le conseil, au contraire, le consul aurait avisé les rapprochements voulu élever jusqu'à la bonne qu'un pays si exclusif autrefois tous les gens de mérite, de talent, sans aucune distinction, et eut de la peine dans les mains aristocratiques étaient éracinés en France dans toutes les classes. Cependant, il essaya les acteurs les plus fameux eux-mêmes furent successivement invités à dîner à la marmaison. J'ai vu tout à tout, Tarin, Mademoiselle Racu, Mademoiselle Costa, Mademoiselle Fleury, artistes les plus distingués et qui avaient les meilleures manières, mais en faiblesse et les préjugés étaient si grands que ce fut la nouvelle société plébéienne qui l'ancienne noblesse et qui les trouva mauvais. Cependant, aux Tuileries, un jour, le consul invita à sa table deux invalides dont je avait plus de 100 ans. Je me rappelle que c'était à un dîner où se trouvait la première ambassade russe. Un des jeunes princes de la légation placé près de moi me racontait qu'en passant en Allemagne, chacun cherchait à les effrayer sur le témérité d'oser aller en France où l'on tuait tout le monde et qui sans y ajouter voix, il était étonné depuis qu'il y était de n'entendre parler que de bal et de fêtes.